Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur France 3 Alpes à la une de l'actualité de ce mercredi 3 août dans la région. Un an après son vote, la loi Macron qui libéralise le transport longue distance par bus a comme prévu boosté l'activité des sociétés régionales et séduit les usagers. La gare routière de Grenoble enregistre une hausse de fréquentation de près de 10%. Durant tout l'été, des dizaines de jeunes de l'agglomération chambérienne participent à des chantiers environnementaux proposés par les communes adhérentes. Un travail rémunéré, mais également une opération citoyenne. La mixité sociale et l'acquisition d'un savoir-faire sont au cœur du projet. Voir et parler avec des artistes en train de réaliser leur sculpture, c'est l'idée du symposium de Saint-Jean-de-Chépy, près de Tullin. Parmi les sculpteurs, Serge Langlois, originaire de la Drôme, qui jouit aujourd'hui d'une renommée internationale. Les titres du journal national présenté par Virna Saki. 2015 est la pire année de l'histoire climatique de notre planète. Des dizaines de records ont été battus selon un rapport publié par une agence américaine. Inondations, sécheresse, tempêtes, les impacts sont multiples. Et puis Rio 2016, à 2 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les athlètes français font leur premier pas à Rio. Les footballeuses entameront, elles, la compétition dès la nuit prochaine. C'est début août l'an dernier que le ministre de l'économie Emmanuel Macron a lancé sa loi de libéralisation du marché du transport par bus long courrier. Une loi qui a donné lieu à un véritable fleurissement des nouvelles compagnies de bus low cost, y compris dans notre région bien sûr, où certaines proposent des Grenoble-Lyon à 5 € ou des Chambéry-Turin à 9 €. Fabrice Légard, Yves Marillo. L'image date de ce midi, mais elle était encore impensable il y a à peine un an. Une compagnie de bus long courrier sous pavillon allemand entrant en gare routière pour faire embarquer des clients à destination de Strasbourg, Paris ou Lyon. Et pourtant, un an après son avènement, la soi-disant révolution Macron ne semble plus effrayer grand monde. Et surtout pas ses nombreux clients, près d'1 millier chaque mois ici, soit près de 10% des passages de bus en gare routière. C'est très pratique, c'est très confortable et ça m'arrange bien, voilà. Comme ça, je peux me circuler plus souvent. Et ça vous coûte cher? Non. C'est-à-dire? Ben aujourd'hui, c'est 5 € le voyage. Vous avez aussi les Ouibus qui font aussi les lignes, mais qui vont à d'autres gares à Lyon, donc voilà, c'est différent. Ah, vous connaissez toutes les compagnies? Ouais, du coup, quand on fait les allers-retours entre Lyon et Grenoble, on regarde un peu les différents tarifs et on essaye de voir ce qui est le plus avantageux. Pour ce patron transporteur, la révolution ne s'appelle pas Macron, mais Flixbus, une start-up made in Germany née il y a 4 ans lors de la libéralisation du marché allemand. Donc là, on doit à chaque fois souffler pour mettre en route. C'est d'ailleurs lui, le patron français, qui a démarché le pavillon teuton pour commencer sa carrière de révolutionnaire. Séduit par l'idée de proposer de nouveaux services à ses clients, des bus plus modernes, plus confortables et un nouveau marché à son entreprise. Schön, a dit l'allemand, Banco a répondu le dauphinois, investissant dans 4 Flixbus, embauchant 8 conducteurs pour une activité qui pèse désormais pour 10% dans son chiffre d'affaires. Je pense que c'est un transport qui est bien dans l'esprit du temps et qui correspond bien aux besoins de mobilité qu'ont les gens aujourd'hui. Le vrai problème de la réforme qui a été mise en place, c'est qu'il y a des gares routières qui sont relativement performantes en zone de province. Par contre, dans les grands axes urbains de Paris et de Lyon, les gares routières ne sont pas faites pour accueillir des gens, elles ne sont pas faites pour renseigner les gens et elles ne jouent pas le rôle de mobilité, de pôle de mobilité. Reçue 5 sur 5 à la gare de Grenoble, gérée par le département de l'Isère, elle vient de subir une cure de jouvence qui pourra toujours prendre des allures de lifting complet si les lendemains de cette révolution bus venaient à chanter encore plus fort. À quelques semaines de la rentrée universitaire, de nombreux étudiants cherchent encore de l'argent pour financer leurs études. Les prêts bancaires sont en effet pour certains difficiles à obtenir, faute de garantie parentale. Ils se tournent alors aujourd'hui vers le financement de particuliers grâce à une plateforme internet créée voici 15 jours par 3 jeunes grenoblois. Aurore Trespeux, Dominique Bourget. Depuis le lancement de la plateforme il y a 15 jours, les inscriptions s'enchaînent sur StudyLink. 50 jeunes ont déjà postulé pour trouver l'argent nécessaire au financement de leurs études. L'étudiant vient sur notre site, il crée son profil, donc parle de son parcours, parle de quelle école il a intégré, quelles sont ses compétences, il a des recommandations, donc met en valeur ses compétences. On détermine avec lui quelles sont les modalités de son prêt, donc concernant la durée de différé s'il y a besoin, quelle est la durée de remboursement. Et ensuite, il commence sa campagne de financement. Pendant cette campagne de financement, les prêteurs sélectionnent un profil et lui versent le montant de leur choix.
La plupart de ces investisseurs font partie de l'entourage des étudiants, mais parmi la centaine déjà présente sur le site, on trouve également de simples internautes. Hélène a passé les concours d'entrée à l'école de management de Grenoble avec succès, mais il lui manque 11 000 € pour pouvoir effectuer sa première année, soit 33 000 € pour l'intégralité de ses études, sans compter le loyer et les frais annexes. Pour moi, c'est très important parce que ça me permet de financer mes études, parce qu'en passant par les banques, je ne peux pas bénéficier de ce prêt. Donc grâce à cette plateforme, ça me permet de faire un prêt et que les gens puissent croire en moi grâce à mes compétences professionnelles, à ma motivation et à mon profil académique, quoi. Hélène a jusqu'à la rentrée en septembre pour réunir la somme demandée. Mais attention, si elle ne l'obtient pas dans sa totalité, le financement lui sera refusé. Pour gagner un peu d'argent, mais surtout acquérir un savoir-faire et de l'expérience, des jeunes de l'agglomération chambérienne réalisent tout au long de l'été des chantiers liés à l'environnement. L'opération est pilotée par la communauté de communes. Cette semaine, 8 d'entre eux retracent et stabilisent un sentier découverte au col de l'Épine. Joël Serroni, Ariane Comte-Savary. Depuis 3 jours, ils en ont soulevé des brouettes pleines de cailloux, écarté des tonnes de gravier pour tracer le nouveau sentier qui mène à la mare pédagogique. 8 jeunes volontaires engagés pour une semaine dans ce chantier éco-citoyen. Là, vas-y, tu viens et puis t'étales. Alors là, vas-y, t'étales. Ils viennent de différentes communes de l'agglomération chambérienne et sont originaires pour moitié de quartiers prioritaires. On a 50% de filles, 50% de garçons. Et on n'est pas forcément dans une relation, on va dire, pyramidale. On est plus dans une relation horizontale. Moi, mon rôle, c'est d'être animateur, mais je suis aussi un acteur, un simple acteur de ce chantier-là. C'est-à-dire que je vais apporter mon avis. Mais on va prendre les décisions de façon collective et participative sur les décisions principales à prendre. Flavien nous a dit qu'à la base, c'était un petit chemin qui avait vraiment pas grand-chose, un petit sentier. Et du coup, on arrive à faire un super chemin avec des graviers, des grosses pierres. Et je trouve le résultat plutôt pas mal. On vient de ce qu'on fait là. Ah oui, beaucoup. Ici, pas d'outils thermiques ou électriques. Toutes les tâches sont réalisées à la force des bras. Ce chantier se veut exemplaire. On s'est dit, pour que ça soit un peu écologique, un peu intéressant, il faut utiliser des matériaux naturels issus de la forêt. Et c'est complètement le cas, puisqu'on utilise des rondins pour délimiter le chemin. Et entre les rondins, on va mettre des pierres issues de la forêt. Une forêt que les jeunes retrouvent avec plaisir chaque matin, depuis lundi. Car au-delà du travail rémunéré, il y a le bonheur de partager un moment de vie. Les premiers jours, c'était un peu calme. Mais au fur et à mesure des jours, voilà, on a appris à se connaître et tout le monde il y a une bonne ambiance quoi, dans le groupe. Ils quitteront le chantier vendredi soir, fiers d'avoir construit ce petit bout de chemin qui permettra aux randonneurs de rejoindre cette mare jusque-là cachée, véritable trésor de biodiversité. Un corps a été retrouvé ce matin sur la commune de Pinceau en Isère. Il pourrait s'agir de Michel Guinard, âgé de 71 ans, qui suivait une cure à Alvar, porté disparu depuis samedi et pour lequel un appel à témoins avait été lancé. C'est un employé d'une centrale électrique qui l'a découvert aux abords des rives du Bréda. Une autopsie a été ordonnée. L'homme aurait pu faire une chute du sentier de randonnée situé en amont. Toutes les précisions sur notre site internet alpes.france3.fr. Et puis un cadavre aussi a été également retrouvé dans la cour d'une maison du quartier de Chamoux à Chambéry. La personne se serait ou aurait été immolée par le feu. C'est un voisin qui a alerté la police. La victime est un homme dont l'identité est en cours de vérification. Une autopsie doit être pratiquée. 450 scientifiques du monde entier viennent de l'affirmer dans un rapport. L'année 2015 est l'une des pires années pour le climat. Le réchauffement est bien réel. Et s'il en fallait une preuve, les Lyonnais la connaissent. Les cigales ont désormais investi leurs espaces verts. Le reportage d'Étienne Prigent, Denis Sébastien et Olivier Jacquelin. Tout l'été, les vacanciers sont très nombreux à emprunter l'A7, l'autoroute du soleil qui n'a jamais aussi bien porté son nom. La Méditerranée et la Provence s'entendent même dès la sortie de Lyon. J'ai cru que c'était un transformateur, mais bon, puisque vous me dites que c'est des cigales. Elles se confondent parfaitement avec les arbres, mais les cigales sont bien là. On dirait le sud, et pourtant il reste encore quelques heures. Ça peut un peu vacances et puis ça détend, parce que vu la route, c'est vrai que ça détend un petit peu. Quand on les a entendus tout à l'heure, effectivement, on s'est dit tiens, c'est bizarre, le sud il remonte vers le nord en fait. La colonisation a débuté il y a quelques années et aujourd'hui s'intensifie, y compris dans le centre de la ville.
La cigale est désormais présente dans quasiment tous les parcs lyonnais, comme ici à la Tête d'Or, où Jean-Charles Joao gère des attractions pour enfants. Des moments, on les entend un petit peu plus que d'autres, mais quand il se met à faire très chaud, on les entend assez souvent. En juillet-août, la cigale chante dès que la température atteint 25-27 degrés. Il s'agit des mâles qui effectuent leur parade nuptiale. On dit qu'elle symbolise, à ne pas confondre avec le grillon qui lui stridule. On pense en avoir entendu même jusqu'à dans la région parisienne. Elles peuvent être transportées par des personnes, par des camions, par le vent aussi. Mais maintenant, ce qu'on observe, c'est qu'elles peuvent se reproduire in situ. C'est-à-dire maintenant, à Lyon, elles peuvent se reproduire et faire tout leur cycle complet à Lyon. Symbole du réchauffement climatique ou de moins de produits phytosanitaires utilisés dans les espaces verts. Les naturalistes évoquent différentes hypothèses qui divisent les habitants de ce quartier d'affaires. C'est vrai que les entendre ici, ça fait un petit son qui détend pour aller avec l'ambiance du travail. Qu'elles arrivent jusqu'à nous maintenant, c'est signe de quoi? On ne sait pas trop, hein. C'est assez étonnant. Pour la petite histoire, en tout cas, beaucoup de Marseillais et de Montpelliérains considèrent que Lyon, c'est déjà le nord. Mais pour les Lyonnais, la présence des cigales confirme bien que le sud débute ici, entre Rhône et Saône. Un pompier volontaire de 18 ans et un homme de 68 ans suspectés d'avoir provoqué volontairement plusieurs incendies fin juillet à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie ont été mis en examen et écroués. Ils ont en partie avoué les faits. Troisième épisode de notre série aux frontières du Léman. Ingrid Pernet et Serge Vorette nous emmènent en croisière en compagnie de Michel Boson, le capitaine de la Suisse. Cette semaine, en long, en large et en profondeur. Cet épisode va nous guider sur l'eau, à la rencontre d'un capitaine, mais surtout de son océan de poche. Alors c'est parti, cap au sud-est, direction la côte suisse, celle que l'on appelle la Riviera. Et puis ensuite, nous jouerons à saut de frontière, une drôle de frontière liquide. Cette fois, c'est parti, vous avez vu ? Aux commandes, Michel cet après-midi-là. Bienvenue dans les aventures du capitaine Bonzon. Alors maintenant, on va croiser en direction de Saint-Gingolf. C'est un village double national. Et puis, dire au revoir à mon collègue. Embarquer à bord du bateau La Suisse, c'est un peu comme si vous étiez le personnage de cette histoire du bout du lac, dans cette petite mer d'eau douce. Entre deux pays, mais une seule culture ici, celle du Léman. Là, on est un lac de montagne, on est à 375 mètres d'altitude. Hein. On n'est quand même pas bien loin des sommets assez hauts, là. Puis ça va être tranquille, on a presque 45 minutes de traversée là. On va pouvoir discuter si vous voulez. Si vous voulez discuter, j'en sais rien, peut-être pas. Hein. Discuter, vous l'aurez remarqué, il suffit juste de lui donner le cap et Michel Bonzon fait le reste. 31 ans de pied marin, 20 ans de galon, le capitaine a appris à amarrer sa casquette depuis le temps. Il faut bien les amarrer les casquettes. Effleurer le bon vent. Vous avez la bise, c'est un des vents principaux. Vous avez du Joran qui vient depuis le Jura là-bas derrière, qui est aussi franco-suisse, le Jura, hein, d'accord. Vous avez du vent sud-ouest qui vient de là-bas. Et puis qu'est-ce qui vous manque encore? Qu'est-ce que j'ai oublié quoi? La bise, le vent, la Vaudère. La Vaudère, c'est un vent qui vient avec toute la vallée du Rhône, qui est entre les deux montagnes là-bas, hein, sous la neige. Un lac aux 1000 vents avec ses sommets, le grand lac, le petit lac et le haut lac vers lequel nous nous dirigeons en passant cette frontière liquide et invisible. Une frontière qui bouge au milieu d'un lac, quelle drôle d'idée. Je pense que c'est vraiment une histoire de rapport de bon voisinage, quoi, en se disant on met la frontière au milieu du lac et puis comme ça on évite les problèmes, c'est assez suisse comme procédé. Une frontière tracée sur l'eau en 1564, un lac qui est sous le coup d'une double réglementation. Certains points relèvent de l'incongruité. Prenons le cygne par exemple.
le cygne a été protégé sur la partie suisse du lac en 1875 et seulement en 1962 sur la partie française du lac. Donc pendant presque un siècle, on avait cette absurdité d'un cygne qui voguait tranquillement d'un côté du lac et pouvait se faire tirer quand il passait la frontière. Une ligne invisible mais bien réelle, surtout dans les moments de crise. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, c'est une frontière qui existait vraiment puisque il y avait des passages de réfugiés qui passaient de France en Suisse sur des bateaux de pêcheurs et qui devaient le faire la nuit pour ne pas être repérés par les douaniers qui étaient sur les rives. On va quitter Saint-Gingolph. On quitte Saint-Gingolph, voilà. Direction Le Bouvray. Le Bouvray. Donc là, on est le coton du Valais. On reste dans le coton du Valais et c'est pas bien loin, hein, c'est à 4 km un peu plus là-bas. Donc on va mettre 10 minutes, quart d'heure pour y aller. À l'embouchure du Rhône. À l'embouchure du Rhône, exactement, ouais. À tribord, une autre frontière, celle du Léman et du Rhône. Un mariage heureux qui émerveille la petite lyonnaise. Je connais le Rhône lyonnais, qui est un peu plus sale. Ici c'est magnifique, c'est vraiment propre, c'est beau, c'est bleu, c'est turquoise. Sur le pont, les touristes s'émerveillent. C'est le retour à une certaine euphorie de la belle époque. On a choisi cette croisière parce qu'il y avait ce bateau très spécial. Déco, vapeur et cheveux au vent, en première classe on s'y croirait. Dehors, les palaces ont sorti leurs dorures, on trinque à Montreux, comme si le Léman nous appartenait. Demain, histoire de Rhône, quand un fleuve épouse un lac, nous ferons de drôles de rencontres. Un photographe audacieux, un colporteur ingénieux et un technicien heureux. Eh bien demain, connaissez-vous le Smart Art? Eh bien ce terme désigne les travaux d'un artiste plasticien passionné d'images, le Haut-Savoyard Olivier Tops. Il imagine des formes et des techniques originales qui parfois nécessitent un smartphone. Damien Borelli et Jean-Pierre River ont rencontré à Megève ce créateur issu d'une longue lignée de photographes. On peut dire que je suis né avec un appareil photo dans les mains. Des deux côtés de la famille, en fait, on a eu 3 générations de photographes. 100% de photographes sur 3 générations, je pense que c'est pas courant. Rejetons des Tops Soquet, dynastie de photographes mégevans. Olivier baigne dans l'image depuis toujours. Au musée de Megève, une expo retrace un siècle d'histoire de la très chic station Haut-Savoyarde, autant de clichés saisis par ses aïeux. C'est le grand-père maternel avec son frère, mon grand-oncle, qui ont monté la première boutique photo à Megève en 1923. Et là, vous trouvez des photos mythiques de l'époque. À côté de célébrités comme Gérard Philippe ou François Sagan, habitués de Megève, certaines photos encore plus anciennes témoignent de la grande histoire du XXe siècle. La première historique de la famille, c'est le recensement des chevaux en 1915, les chevaux qui allaient partir pour la Grande Guerre, qui ont été réquisitionnés. Olivier, lui, retravaille certains clichés noirs et blancs, les siens, mais aussi ceux de son père, auxquels il ajoute une touche d'acrylique, rouge, jaune ou bleu, clin d'œil à Warhol ou à Mondrian. C'est une photo des fin des années 60 qui me touchait spécialement et j'essaye véritablement de leur donner une deuxième vie en donnant un côté pop. Plus étonnant, Olivier a mis en œuvre une nouvelle technique, un jeu d'ombre créé par des milliers de clous. Ces sculptures se dévoilent au regard en fonction de la lumière et du mouvement. Alors cette pièce s'appelle Love, comme vous le voyez maintenant, et toutes les 3 secondes et demie, vous avez le mot amour écrit dans les 7 langues les plus parlées dans le monde, et une exception donc pour l'hébreu. Dernière trouvaille du photographe, l'œuvre interactive comme ce Van Gogh recouvert de QR codes, ces codes barres qui permettent de stocker des infos numériques. Il suffit de flasher avec votre smartphone un des petits carrés pour accéder à plein d'infos sur le célèbre peintre. De l'argentique au smart art, Olivier Tops est décidément un artiste connecté. On termine avec une exposition très originale puisque le grand public peut venir voir les artistes en train de réaliser leurs œuvres et aussi échanger avec eux. Le 9e symposium de sculpture a débuté au domaine de Saint-Jean-de-Chépy près de Tullin en Isère. Denis Duguet, Jean-Pierre Rivet.
C'est Pierre Ostion, le journaliste de France 3, aujourd'hui disparu, qui avec ces deux hommes, le propriétaire des lieux Henri Martinagui et le sculpteur Raymond Jacquier, ont eu l'idée en 2008 de créer Archepi, une association qui se fixe pour objectif de coordonner la riche action culturelle du domaine par le biais de symposiums où le public côtoie l'artiste en pleine création. Ils viennent toute la journée porte ouverte, ils discutent avec les artistes prennent le temps d'expliquer, de présenter leur travail et s'ils veulent venir chaque jour, ils sont les bienvenus parce que chaque jour, ils verront l'œuvre jaillir de cèdres massifs ou de pièces de ferraille impressionnantes. Sculpteur de renommée internationale, Serge Landois est originaire de Romans-sur-Isère. Ce symposium est pour lui l'occasion d'un retour aux sources, tout en créant, en seulement 2 semaines, une œuvre qui émerge chaque jour un peu plus de l'esprit de l'artiste. Il y a une chose un peu secrète qui va se passer, une chose un peu mystérieuse. Et en général, c'est un peu la recette pour qu'il y ait une possibilité de sculpture ou de peinture pour quelqu'un qui ferait de la peinture. Mais c'est pas gagné et c'est ça qui me plaît. Hein. Natif également du Dauphiné, Olivier Giroud a choisi de travailler à la tronçonneuse de monumentales pièces de bois pour créer un espace de calme favorable à la méditation, voire à l'ésotérisme. Avec un billot comme ça, je dois arriver à faire deux pièces comme ça qui seront donc constitutives des 7 pièces de l'ensemble là. Donc l'idée c'est que c'est un lieu un peu secret, en plus c'est du cèdre, ça sent extrêmement bon. Et quand on sera dans le bois et dans la forêt, et puis qu'on viendra se mettre là-dedans, et puis qu'on sera en contact avec la nature ou le ciel, ou ce que vous voulez. Aujourd'hui, 55 œuvres ornent les 10 hectares du domaine, témoignage de la richesse des 8 symposiums précédents. Des sculptures et des artistes à découvrir à Saint-Jean-de-Chépy jusqu'au 12 août, sauf le week-end. Tout de suite, l'agenda culturel et la météo régionale. Bonne soirée sur France 3.